Je vais détailler tout ça de toute manière parce que en fait, je vais vous révéler ma véritable nature. Donc en fait, c'est moi l'avatar de ça. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est une petite aquarelle qui date du début du XXe siècle. C'est une aquarelle futuriste que mon grand-père m'a donnée, qui était un des fondateurs du mouvement futuriste en Égypte, poète. Et ça, c'est une image qui a bercé mon enfance, parce que chaque matin dans la maison familiale, quand je me levais pour descendre, prendre mon petit déjeuner, je tombais sur la figure du diable. Et le jour où mon grand-père est mort, ma grand-mère m'a donné ce portrait. Et en fait, ce portrait, c'est effectivement moi. C'est-à-dire que je suis un luciférien. Mais littéralement, au sens littéral du terme. C'est-à-dire que je suis un porteur de lumière. Voilà. Enfin, je m'efforce, en tout cas. Puisque Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière. Et donc, d'une certaine manière, tous les enseignants sont des lucifériens, sauf à renoncer à leur mission, d'apporter de la lumière. Et donc, le véritable héros des lumières, c'est Lucifer. Et donc, Lucifer, par définition, oui. Juste une question de forme, vous préférez les questions à la fin, être interrompu? Ouais, je vais être... mais en même temps, vous faites ce que vous voulez. Et donc, cette démarche luciférienne, c'est une démarche qui m'habite depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, quand j'avais 18 ans, parce que j'en ai 62 maintenant, j'étais un fan de ce groupe-là. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe, ça s'appelle Magma. Voilà, c'est une sorte de... Enfin, je sais pas, c'est une sorte de l'éloge de la volonté. C'est une musique nietzschéenne, c'est une musique de combat, c'est une musique profondément volontaire. Voilà, et moi, quand j'avais 18 ans, je me reconnaissais là-dedans pendant que mes petits camarades fumaient des joints. Et moi non, je produisais mes propres endorphines, et juste en écoutant cette musique. Et vous voyez, je m'habille en noir depuis ce temps-là. En fait, ça n'a rien à voir avec le fait que je dirige une école de design, parce qu'évidemment, les designers sont toujours habillés en noir. Moi, je m'habille en noir à cause de Magma, en fait. Et c'est vrai, véritablement. Et donc, il se trouve que à cette époque-là, moi, j'ai découvert les mathématiques, parce que je suis mathématicien de formation. Voilà, j'ai une maîtrise de mathématiques. Je me suis passionné en particulier pour la topologie, la théorie de la mesure, la géométrie différentielle, toutes choses que j'ai complètement oubliées, véritablement, mais que mon corps n'a pas oublié. Et que la manière dont je regarde le monde n'a pas oublié non plus. C'est-à-dire que la manière dont je suis un être mathématisé complètement, et la manière dont je regarde le monde, c'est une manière mathématique. Dans le même temps, j'ai passé une maîtrise d'informatique théorique. Bon, toujours à partir des mathématiques, j'ai passé une maîtrise d'informatique théorique et je me suis passionné pour les mathématiques, pour l'informatique théorique à ce moment-là. Je suivis un DEA sur la synchronisation de processus. Et à cette époque-là, j'étais déjà un mégalomane, puisque mon grand projet, quand j'avais 18 ans, à peu près comme tout le monde, mais moi j'étais persuadé que j'allais y arriver, c'était de devenir le maître du monde, véritablement. Et devenir le maître du monde, c'est une certaine manière de le comprendre. D'où mon intérêt pour les mathématiques, parce que les mathématiques sont un moyen de structurer le monde, lui donner du sens et surtout mettre en œuvre une machine, puisqu'il y a une dynamique dans les mathématiques, qui en permettait la compréhension dans les détails, et y compris dans les détails qu'on ne voit pas, évidemment. Et l'informatique étant son pendant opérationnel, c'est-à-dire que c'est la mathématique en action, l'informatique, et l'informatique me donnait les moyens non seulement d'avoir cette capacité démiurgique de comprendre le monde, mais surtout d'agir sur le monde. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à travailler, très rapidement, j'ai commencé à travailler dans le monde de l'intelligence artificielle, et en particulier de la programmation logique. Vous savez, en programmation, il y a des manières procédurales de programmer, puis il y a des manières pas du tout procédurales, qui sont logiques, où en fait on va exprimer des états du monde au travers de règles logiques, de faits, de règles logiques, et ensuite on lance ce qu'on appelle un moteur d'inférence, et qui va permettre de résoudre des problèmes éventuellement très très complexes, uniquement en utilisant des systèmes d'inférence logique en arrière ou en avant, c'est-à-dire je pars des conclusions que je veux démontrer, j'essaie de trouver les faits qui vont me permettre, ou les règles qui vont me permettre de démontrer cette conclusion, ou au contraire, je sais un certain nombre de choses, et à partir de ces choses, j'essaie d'inférer un certain nombre de choses à partir de faits que je connais, et de règles logiques. Et, soit dit en passant, moi je suis un tenant de l'IA forte, c'est-à-dire je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, nous allons créer notre semblable. Voilà. Donc voilà, j'étais aussi, comme je suis un penseur, mais aussi un faiseur, c'est-à-dire que j'aime beaucoup instancier ce que je pense, j'ai développé un logiciel qui était le premier logiciel jamais vendu par Bull en intelligence artificielle, qui était
le compilateur Prolog le plus rapide de son époque. Il faisait 100 logical inference per second. Bon, il doit faire à peu près 400 millions maintenant de références logiques par seconde. Et j'étais un pionnier parce que j'utilisais des disquettes 5 pouces 5 quarts pour stocker ce logiciel qui tenait en 200K, voilà, sur un ordinateur qui faisait 640K. Voilà, et c'était l'algorithme d'unification qui est au cœur de la programmation logique, qui était totalement programmé en assembleur. Voilà, puis entre-temps, je suis devenu directeur marketing de cette entité qui m'employait, puis j'ai passé 2 ans à Singapour, qui était la deuxième naissance de ma vie. J'ai découvert que le monde n'était pas plat du tout, en fait. En tout cas, qu'il y avait des localités très 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 fortes, et j'ai appris comment des gens pouvaient aimer, croire, dialoguer, socialiser, obéir, désobéir différemment de nous. Voilà. Et ça a été vraiment un très très grand choc pour moi que Singapour. J'y vendais des produits d'intelligence artificielle, du service d'intelligence artificielle, et en particulier au port de Singapour, qui était mon premier client là-bas, puisque j'étais un des membres de ces équipes qui ont lancé le premier environnement de programmation par contrainte, programmation logique par contrainte, qui s'appelait Charm, nom typiquement français. J'ai une petite anecdote là-dessus, d'ailleurs, parce qu'on cherchait un nom pour ce logiciel, et un jour on avait un séminaire pour trouver le nom de ce logiciel, et comme je pensais que... Enfin, comme j'étais déjà un mégalo, donc je dis on va l'appeler Charles, comme Charles de Gaulle en fait. Et il y avait une personne qui était au fond de la salle et qui a compris Charme. Et donc, ça s'est appelé Charme comme ça. Et donc, quand je suis revenu de Singapour, j'ai quitté Bull et j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelait EDS, qui était la première entreprise de services informatiques du monde à cette époque-là. Et j'ai créé une petite activité de consultant dans le domaine de la résolution de problèmes très complexes. Donc à base de recherche opérationnelle, de programmation linéaire, d'algorithmes de recuit simulé, de programmation par contrainte. Et on s'attaquait à des problèmes d'allocation de ressources, de planification. La complexité était déjà au cœur de mes réflexions professionnelles. Et puis c'était une période bénie, et c'était le milieu des années 90, où on découvrait que les ordinateurs pouvaient faire autre chose que d'imprimer des petits caractères ou faire bouger des souris, mais qui étaient capables de manipuler du son, des images, des vidéos. Donc c'était le début du multimédia, et donc je me suis passionné pour le multimédia pour une raison assez simple, c'est qu'en fait moi, ma véritable vocation, c'est pas du tout de faire de l'informatique, c'est de raconter des histoires, véritablement. Et donc je trouvais que le multimédia était un pont assez extraordinaire entre la technologie et la narration. Et comme moi je voulais raconter des histoires, je me suis dit je vais utiliser ce pont, le bridge, entre la narration et le multimédia, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. On se verra à la fin de la présentation. Alors, et donc effectivement, je me suis passionné pour ça, et j'ai quitté EDS, et je suis rentré comme directeur des éditions électroniques de La Tribune, voilà, pour créer le premier site internet de La Tribune, qui était un site qui était une première mondiale, puisque tous les jours à midi, il mettait automatiquement en ligne l'intégralité du journal. Et j'avais fabriqué une petite routine qui était connectée au système pré-presse de La Tribune et qui générait, en prologue justement, et qui générait automatiquement des pages HTML. Voilà. C'est une sorte de CMS avant les CMS. Et dans le même temps, j'étais le co-auteur du premier CD-ROM sur le héros de bande dessinée 13. Voilà, j'étais un des spécialistes mondiaux de 13. J'ai failli faire une thèse sur 13, et puis j'ai dit non. Voilà. Et dans le même temps, je travaillais à la conception de la première encyclopédie Larousse, qui s'appelait Cléo, où j'ai absolument spécifié tous les modules, alors pas d'un point de vue graphique, mais du point de vue des interfaces et des interactions de l'encyclopédie. Et puis dans le même temps, j'étais scénariste de bande dessinée, où j'ai scénarisé une bande dessinée pour une association qui s'appelle l'Association pour le progrès du management, où on me demandait de faire un truc sur le numérique. Et donc j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle La véritable histoire d'Alexandre Pierre Meyer, entrepreneur du XXe siècle. Parce que je me dis, pour faire une bande dessinée sur l'impact du numérique sur l'entreprise, on va se faire chier à avoir des PC dans les cases tout le temps. Je me dis, on va raconter plutôt l'histoire de Jules Verne, qui raconte à son éditeur Jules Hetzel une histoire qui va se passer 100 ans plus tard, sur l'aventure de l'entreprise avec une nouvelle technique qui s'appellerait le polymédia, qui serait le mariage du téléphone, du phonographe et du cinéma naissant. Voilà. Et ça raconte cette histoire-là. Voilà.
C'est donc une histoire qui se passe en 1999, c'est-à-dire au moment où cette bande dessinée était offerte aux membres de l'Association pour le progrès du management, mais tout est en ronces de noyer, en laiton, c'est magnifique l'ordinateur, on dirait une Remington en platine, et on s'emmerde pas du tout. Et dans le même temps, parce qu'en même temps c'est la phrase qu'il faut utiliser en ce moment, j'ai transformé mon expérience à la Tribune, j'ai développé un CMS. Ça ne s'appelait pas un CMS, c'était en 1999, c'est-à-dire un logiciel qui permettait de faire de la multipublication de contenu et qui permettait à n'importe qui, vraiment sans être un informaticien, de produire des pages Internet sans se préoccuper jamais de la forme, mais que du fond. Et dans le même temps, j'ai commencé à travailler pour Strat. Voilà. Entre 1998 et 2007, j'étais enseignant à Strat et je suis passé de 42 heures par an à 500 heures par an. Un cours sur le multimédia à le suivi des 80 diplômes de 5e année. Et donc, j'ai commencé à devenir drogué à cette discipline qui s'appelle le design. Et je suis rentré en 2007 pour créer une entité, un nouveau département, une nouvelle majeure qui s'appelle Système et Objets Interactifs, qui s'intéressait à l'intelligence artificielle dans l'objet, puisque, avec mon passé que je vous décris là, je me suis dit, ben voilà, le nouvel horizon de l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est l'objet. Je ne suis pas beaucoup trompé. Et donc, je rentre dans Strat en 2007, toujours aussi mégalo, avec la certitude que je vais en devenir le directeur. Et donc, j'assassine absolument tous les membres du Poison, DAG, etc. Et je finis directeur. Voilà. Et donc, il m'a fallu juste, entre 2007 et 2012, voilà, il m'a fallu 5 ans. Voilà, pour devenir directeur de cette école et pour la transformer d'une école de design industriel en une école de design post-industriel, ce dont je vais vous parler maintenant. Je vais vous dire des choses qui vous feront peut-être pas plaisir. Voilà, je vous le dis clairement, véritablement. Donc ne m'en veuillez pas. D'accord ? Je suis ce petit diable que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, sachant d'où vous venez, c'est-à-dire de cette école qui forme l'élite de la nation, et sachant la détestation que j'ai de ce système-là, voilà, je vais forcément vous dire des choses qui ne vont pas vous plaire. Bon. Mais nous, a priori, on ne vous déteste pas. Hein. Non, non, mais moi, c'est pas vous que je déteste. Hein, c'est pas vous que je déteste. Hein, c'est le système qui... Ce sont les gènes derrière. Non, non, les gènes, vous savez, l'épigénétique, c'est mieux que les gènes. Et donc, voilà, moi, je vais vous parler de ça. Le design est un humanisme, que j'ai sous-titré « Hégémonie désirable ». Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand je vous dis que je suis un mégalo, je suis pour le design, en fait. Pas pour moi. Et donc, je vais vous raconter une histoire, puisque j'aime raconter les histoires, en commençant par cette question, qui est fondatrice de ce qu'est l'humanité. Finalement, ce qui nous différencie de la plupart des espèces humaines, en tout cas celles qui n'ont pas visiblement pris possession de cette planète et de ses satellites, c'est que quand l'homme s'est levé et que sa conscience s'est révélée, il s'est posé cette question du pourquoi. En regardant le ciel, en regardant les étoiles, c'est-à-dire en étant le spectateur d'un univers dont il constate l'ordre, mais dont il constate aussi le mystère. C'est-à-dire qu'il est incapable de comprendre la nature de cet ordre qui s'impose à lui. Et donc, dans ce contexte-là, cet homme, voilà, c'est le représentant de l'espèce humaine, il se lance dans une démarche à la fois de compréhension et de contrôle de son environnement au travers de l'outil, l'outil étant, je dirais, la métaphore de ce désir de contrôler le monde, en tout cas, et les effets des actions que cet homme a sur le monde, qui est à la fois la condition et la conséquence de son humanisation, parce qu'évidemment, tout ceci se mord la queue, et le fait de maîtriser son environnement modifie simplement ses chances de survie, et puis met en place aussi la nécessité de transmettre un savoir, donc c'est le début de la civilisation. Donc survivre. Voilà. Survivre grâce aux outils comme condition de l'humanisation. Et puis, c'est survivre aussi ensemble. C'est-à-dire, ce qui caractérise l'espèce humaine, c'est aussi cette capacité non seulement à avoir de l'ordre et d'une certaine manière systématiser cette compréhension de l'ordre pour le transformer, pour le projeter dans des outils, dans des objets qui vont être à son service, mais surtout de le faire ensemble. Parce que le fait de le faire ensemble modifie absolument tout. Parce que seuls, les hommes sont assez fragiles. Ensemble, ils sont pratiquement invincibles. Face à cette nature très, très, finalement,
agressive. Bon, dans cette histoire, hein, je fais les grands pas. Hein. Évidemment, cette capacité à mémoriser change absolument tout. C'est-à-dire que là où on est obligé de vénérer les personnes âgées parce qu'il faut qu'elles nous racontent les trucs avant qu'elles meurent quand même, parce que la nécessité de transmettre un savoir qui se modifie certainement au fur et à mesure qu'il est transmis, et puis aussi par cette capacité à empiler du savoir sur du savoir, il n'empêche que tout change à partir de cette capacité à écrire. Et bien forcément, une civilisation qui est construite sur l'oralité est remplacée par une civilisation qui est construite sur l'écriture. Et à partir de ce moment-là, forcément, ça libère de l'espace pour la pensée, puisque quand votre organisme ou votre activité sociale est concentrée uniquement sur cette capacité à transmettre par l'oralité du savoir, vous faites autre chose de ce temps que vous avez gagné. Et entre autres, vous essayez de donner du sens au monde, parce que vous avez plus de temps pour réfléchir au monde, forcément. Et donc, il y a quelques siècles avant Jésus-Christ, la philosophie grecque émerge. Ce sont des scientifiques qui essaient de se construire des théories qui permettent de donner du sens au monde et d'une certaine manière avec cette idée que je déteste, qui est de révéler la nature de l'être. Et l'ordre de l'être. Et puis, effectivement, le mettre en scène. Pourquoi le mettre en scène ? D'abord, effectivement, parce que ça participe finalement de la théorisation du monde, mais aussi probablement parce que c'est une manière de répondre à la question du pourquoi, et entre autres, avec la création des grandes religions, et en particulier des grandes religions monothéistes, qui sont construites sur le livre, donc cette capacité à écrire, à la fois le droit et la représentation du monde elle-même. Et donc, voilà, cette idée de croire que le monde est le résultat d'un acte créateur divin, et donc c'est une réponse à la question pourquoi ? Pourquoi ? Parce que un être divin est à l'origine de notre histoire. Et là, c'est assez intéressant de voir que, évidemment, dans ce contexte-là, il y a des paradigmes différents. Tu parlais de paradigme d'une forme de linéarité, celle que nous apporte finalement la culture judéo-chrétienne, avec un début et la fin des temps, et donc forcément cette idée qu'on va d'un endroit à un autre, et donc on va progresser. L'idée de progrès ne peut être liée qu'à une vision linéaire du monde, avec un début, un milieu, une fin, parce que sinon, c'est la circularité, plutôt la circularité des cultures hindouistes, des cultures bouddhiques. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et donc la notion de progrès n'a strictement aucun intérêt, puisque c'est un éternel recommencement. Bon, pourquoi je vous fais cette petite histoire très très rapide ? C'est pour arriver là, en fait. C'est pour arriver aux Lumières. Et aux Lumières, il y a quand même quelque chose, puisqu'on est parti de la question du pourquoi, c'est que les Lumières se disent, les gars, même si elles ne le disent pas très 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 clairement, c'est ça qu'ils disent. C'est que Dieu devient une hypothèse inutile pour expliquer le monde. On peut parfaitement garder cette hypothèse, parce que dans le décor, c'est sympa. Mais au bout du compte, l'ordre du monde n'a plus besoin de Dieu pour être expliqué. Dieu est inutile, Spinoza, Diderot, Kant, des monarques éclairés qui favorisent l'esprit des Lumières et qui se disent, c'est fini cette question du pourquoi, la seule chose qui nous intéresse, c'est le comment. Voilà, ça suffit. Pourquoi ? Parce que avec les Lumières, c'est l'idée qu'on peut transformer, et en particulier avec l'émergence des mathématiques, on peut construire des modèles du monde qui sont des simulations qu'on peut faire tourner, comme des mécanismes d'horlogerie, et on peut donner à voir, et même anticiper des effets qu'on n'a pas encore vus, simplement en faisant le lien entre les causes et les effets dans le cadre d'une représentation du monde mathématisée. Et ça génère quoi ? Ça génère des sciences, mais ça génère des technologies, ça génère des process, ça génère ça génère la révolution industrielle. La révolution industrielle est la fille des Lumières. Pourquoi ? Parce que la mathématique se transforme en représentation du monde physique, capacité à connecter les causes et les effets, et donc derrière, capacité à les maîtriser, toujours au service de l'homme. Et donc l'homme Dieu est mort, mais l'homme a pris sa place. Donc l'homme est un démiurge. Il est en capacité de contrôler absolument tout le monde et donc d'être le pilote de cette marche vers le progrès. Taylor, Marx, Darwin. Voilà, grande figure du XIXe siècle, une industrialisation du savoir, une
mécanisation du savoir avec Taylor, une vision scientifique de l'histoire, puisque l'histoire elle-même est susceptible d'être complètement... mérite d'être une science et peut être d'une certaine manière mathématisée au sens il y a des causes, il y a des effets. Avec Marx, c'est ça quand même qui est à l'heure. Et puis Darwin qui continue de nous faire descendre notre piédestal. Donc une blessure narcissique. Voilà, non seulement Dieu n'existe pas, mais en plus, on descend du singe. Bon, pour faire très simple. D'accord ? Et donc tous les enjeux du 19e siècle, c'est quoi ? C'est ça, c'est exploiter l'énergie du charbon. Voilà. Mais aussi l'énergie humaine. Une énergie humaine qui est donc d'individus qui sont complètement prolétarisés, c'est-à-dire en fait rendus étrangers à eux-mêmes. La seule chose qui est intéressante, c'est que Maurice nous donne la capacité à utiliser les leviers, appuyer sur les boutons. Son savoir n'a strictement aucune importance au service d'une minorité qui possède ces instruments de production. Et d'ailleurs, dont tous les bénéfices produits par ces objets sont consommés par cette classe dominante qui possède les moyens de production, qui fait travailler une population qui vient des campagnes et est complètement analphabète, mais dont d'ailleurs on se contrefout du savoir et on leur demande juste d'être là au bon moment et d'appuyer sur les bons petits boutons au bon moment. Et la figure centrale de ce siècle, c'est l'ingénieur, c'est M. Eiffel. C'est lui qui est en fait la figure emblématique du 19e siècle, où les enjeux, c'est faire des choses, quoi. Faire des choses en instrumentalisant le savoir, et en particulier en les mettant en œuvre dans des process maîtrisés dans des usines. L'imaginaire est complètement technologique. L'imaginaire, c'est qui le héros ? C'est le capitaine Nemo. C'est Robur le Conquérant. C'est un ingénieur. Le héros du 19e siècle, c'est un ingénieur. Il maîtrise absolument tout. Il vole dans les airs. Il va à 20 milieux sous les mers. Voilà. C'est un imaginaire technologique. Et d'ailleurs, Jules Hetzel, dont je parlais tout à l'heure, voilà, fait sa fortune sur le merveilleux scientifique, comme on dit à cette époque-là, voilà, et ça marche très bien. Bon, et puis ça génère de la pensée, évidemment. Saint-Simon, qui pense la société industrielle, à bien des égards, nous sommes encore dans les traînées de cette pensée-là. La pensée saint-simonienne, bon, il est devenu fou parce que c'est devenu une religion, le saint-simonisme avec ses rituels, ses grands prêtres, etc. C'est aussi... c'est de la nécessité d'instruire, parce que ce qui est très intéressant avec la révolution industrielle, c'est que, on produit des choses de plus en plus complexes, et pour produire des choses de plus en plus complexes, il faut des machines de plus en plus complexes, et pour utiliser des machines de plus en plus complexes, il faut savoir lire, il faut savoir compter. Et donc, les enjeux, c'est de former cette population pour qu'elle sache lire. Bon. Alors, ça a des inconvénients, hein, quand les gens ils lisent non seulement les manuels d'utilisation des machines, mais ils lisent aussi le Capital, parce qu'on peut lire les deux, c'est le même alphabet. Donc, il y a des effets de bord. Et puis, il y a cette idée de clôture qui est hyper intéressante dans le 19e siècle. C'est quand même Lord Kelvin qui dit que ça y est, on a fini. Voilà, on est en train de clore la compréhension du monde, il n'y a plus rien à inventer. C'est super. Bon, quelques années plus tard, c'est l'explosion einsteinienne de la théorie de la relativité restreinte. Il faut savoir qu'au même moment, le directeur des brevets des États-Unis disait qu'on avait tout inventé aussi, hein, qu'il n'y avait plus rien à inventer. Chlore. Et puis, il y a des prophètes de malheur qui questionnent cette vision idyllique du monde. C'est des gens qui ont des grosses moustaches, et qui finissent pas très bien, et qui s'inquiètent énormément de ça. Alors oui, il dit Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué, effectivement, mais on pense qu'il s'en réjouit. C'est pas certain qu'il s'en réjouisse, Nietzsche, quand il dit ça. Parce qu'il se dit, finalement, est-ce que c'est pas la médiocratie qui va s'installer ? Est-ce que c'est pas le peuple des médiocres ? C'est pas les médiocres qui vont être les vainqueurs de ce grand mouvement du progrès ? Et donc il s'inquiète énormément. Bon, puis il y en a qui vont assumer. Ça. On est à l'aube, on est passé de l'un côté, il faut assumer, la destruction créatrice comme condition du capitalisme. Schumpeter, il constate ça, et c'est peut-être ça qui va nous permettre de passer d'un monde à un autre, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au même moment, c'est-à-dire que l'ingénieur émerge, le designer émerge. Alors, ça ne s'appelle pas un designer, hein, mais la figure du créateur, de l'artisan créateur,
celui qui est là pour amener de la beauté à l'objet, dont c'était la seule et unique mission, l'artisan, puisque les objets n'étaient pas faits par des machines, qui se voit tout d'un coup supplanté par des machines, et qui donc va osciller entre deux démarches, celle de résister, voire même dans la violence, hein, avec la destruction des machines, soit d'accompagner. Se dire, est-ce que là, ce n'est pas une opportunité extraordinaire qui nous est offerte pour accompagner, finalement, faire de la révolution industrielle un outil d'émancipation et d'accès à la beauté pour le plus grand nombre. C'est exactement le chemin qui sera suivi par ce qui va devenir donc le métier de designer industriel, c'est-à-dire comment je suis un acteur de la production de la beauté au sein d'une révolution industrielle. Et donc, au XXe siècle, ça change un peu, parce qu'au XXe siècle, ce qui se passe, c'est que voilà, l'homme est face à lui-même. Ça y est, il a fait la démonstration qu'il maîtrisait les technos, les process, qu'il savait produire absolument tout ce qu'il voulait en maîtrisant à peu près les coûts. Et donc, il est face à lui-même au sens où Dieu est mort, ça y est, c'est fini. Il a fait la démonstration qu'il était en maîtrise technique. Cette ivresse de savoir-faire a disparu. Parce que ça y est, c'est fini, on a compris qu'on savait tout faire, donc une sorte de banalisation de cette capacité à faire. Et donc l'enjeu, ça va être un enjeu qui va changer. C'est quoi l'enjeu ? C'est l'enjeu que la machine tourne à fond, que les productions sont pléthoriques, et qu'on produit tellement d'objets qu'on ne sait plus quoi en foutre. Et donc la seule manière de découler ces objets, c'est de les faire consommer par les gens qui les fabriquent. C'est la naissance du Fordisme. Et le Fordisme, il est construit sur d'autres mécanismes que la maîtrise de la technologie. Il est construit sur les mécanismes du désir. Et donc, là j'ai mis 3 personnes importantes. Alors, M. Ford, voilà, papa du Fordisme, qui décide de multiplier de manière substantielle le salaire de ses ouvriers pour qu'ils achètent les bagnoles qu'ils fabriquent eux-mêmes. Freud, qui continue à rajouter des blessures narcissiques. Alors non seulement Dieu est mort, non seulement on descend du singe, mais en plus, le libre arbitre, ça n'existe pas, d'accord ? Puisque pratiquement toutes nos décisions sont prises sur la base de choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, il faut oublier même cette capacité à contrôler au minimum sa vie. Ben non, sa vie est voilà, cette idée qu'on contrôle, y compris sa vie sociale, eh bien, elle est basée sur une idée fausse. Il y a quelqu'un qui l'a bien compris et qui va, lui, pour le coup, dans la logique de la révolution industrielle, instrumentaliser tout ça. C'est le monsieur qui est là-bas, à droite, et qui s'appelle Bernays, et qui est le neveu de Freud, et qui est l'inventeur de la propagande. C'est lui qui comprend tout ce qu'il peut tirer de cette idée qu'il y a un inconscient, que cet inconscient il est manipulable, et on peut mettre cette manipulation au service de grandes causes, ou de causes abominables, ou de causes absolument futiles, parce que ce type-là, il a 2 clients, enfin il y en a plusieurs, mais il a 2 clients qui sont intéressants, c'est qu'il a Coca-Cola d'un côté, il a Goebbels de l'autre. C'est les mêmes, d'accord ? C'est les mêmes mécanismes qui sont utilisés. Et donc, voilà, le Fordisme, c'est quoi ? Voilà, faire des masses les consommateurs de leur propre production. On ne peut pas faire autrement. Et donc, comment ? C'est comme ça. Quand on va on comprend les mécanismes du désir, voilà, la psychanalyse, d'une certaine manière, tout ce qui ne sont pas encore les sciences cognitives, mais cette idée qu'on peut comprendre comment ça se passe dans la tête de quelqu'un, et en particulier, à partir de cette idée qui est parfaitement contestable et que je me plais à contester régulièrement d'un inconscient, voilà, qui sera une sorte de conscient caché, au bout du compte. En comprenant les mécanismes du désir, on peut les exploiter. Les exploiter pour les mettre au service d'un système qui est quoi ? C'est cette grosse machine à produire des trucs, voilà, dont on n'a pas forcément besoin, un iPhone 3, un iPhone 3S, un iPhone 4, un iPhone 4S, un iPhone 4C, un iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6S, 7, 7S, 8, et ça va continuer comme ça, indéfiniment. Et tous les 6 mois ou tous les ans, on va changer de téléphone. Pour faire quoi ? Pour téléphoner, entre autres. Voilà. Et donc, c'est quoi la figure centrale au XXe siècle ? C'est Don Draper. C'est lui qui est la figure centrale. L'ingénieur, il est toujours là, il est toujours hyper important. Sans lui, il ne se passera rien. Mais c'est Don Draper, c'est le mec qui va absolument tout comprendre de l'instrumentalisation des désirs et qui va mettre ça en scène. De telle manière qu'on s'achète l'iPhone 4 après avoir acheté l'iPhone 3. Voilà. C'est le marketeur, c'est l'idée du marché, c'est le marché, c'est la société de consommation. Donc le personnage emblématique, c'est lui. Ce qui est très intéressant, c'est que le design, ça continue. C'est-à-dire que le design, il est au service de ça. C'est un supplétif du marketing.
le design au XXe siècle. Hein, quand Raymond Lévy, qui est donc l'Américain le plus célèbre, mais c'est un Français en fait, hein, Raymond Lévy, mais qui va aux États-Unis et qui écrit le bouquin La laideur se vend mal, c'est ça qu'il dit. C'est-à-dire comment on met le design au service d'une instrumentalisation du désir, alors on pourrait le dire de manière positive, de l'accès au bonheur par l'objet. The American Way of Life, on a la voiture, on a la maison, on a la femme. Non, la femme, on ne l'achète pas, mais d'une certaine manière, si. Dans cet esprit-là, on est dans cet esprit-là. Et donc, le design est supplétif du marketing, et c'est hyper intéressant parce qu'il y a une marque qui a bien compris ça. C'est Apple. D'accord ? Dont on peut dire qu'elle est à la fois une entreprise de design, mais c'est à bien des égards une entreprise de marketing, et ça l'est encore plus aujourd'hui qui est, hein, parce que pour le coup, le design a un peu disparu. Et donc, pourquoi ? Comment ? Combien ? Combien t'en veux ? Combien je t'en mets ? Combien ça coûte ? C'est combien la question ? Et là, vous voyez, vous connaissez ce peintre chinois, parce qu'il y a un peintre là, je ne sais pas si vous le voyez, on voit ses baskets en bas là. C'est pas une photo truquée. Hein. C'est-à-dire que ces œuvres, c'est qu'ils se font dans le paysage de la consommation, ou dans le paysage de manière générale, là dans le paysage de la consommation. Donc en fait, il s'est peint les canettes sur lui, n'est-ce pas ? Et en fait, là, vous voyez bien qu'il est là. C'est un homme invisible, il est ce qu'il consomme. Voilà, c'est nous. C'est nous au XXe siècle. C'est encore nous à bien des égards au XXIe siècle. Alors cet imaginaire, qui était un imaginaire technologique, scientifique au XIXe, cet imaginaire, il est narratif. En fait, c'est quoi les enjeux ? C'est de raconter des histoires. Et en fait, c'est où la Mecque de cet imaginaire ? C'est Hollywood. Hollywood est là pour construire les mythologies du XXe siècle, celles qui vont nous permettre de nous projeter, de nous identifier et de désirer finalement ce que ces personnages à l'écran nous racontent. Ce siècle, c'est aussi ça. C'est la révolution industrielle encore à l'œuvre. C'est la maîtrise des process, c'est la productivité, c'est la performance, c'est la gestion du temps. C'est le projet industriel dans son horreur absolue, quoi. Mais c'est le projet industriel. C'est un projet industriel, ce truc-là. Et donc là, c'est aussi comme la découverte de ça, le XXe siècle. C'est-à-dire qu'il n'a fallu pas beaucoup de temps, finalement, pour tomber sur les limites de la proposition, née au XIXe siècle, et dont on avait oublié la nature parce qu'elle était habillée de plaisir, de désir, de consommation, mais qui était là, et qui a ça quand même, en filigrane. C'est-à-dire qu'on sait, au milieu du XXe siècle, que si on ne fait pas gaffe, on va tous disparaître. Comme une sorte de démonstration par l'absurde de cette maîtrise absolue du monde, je le maîtrise tellement que je peux le détruire. Voilà. Et donc c'est assez intéressant philosophiquement de voir ce qui se passe, c'est que c'est aussi quand même il y a des nouvelles philosophies qui émergent de ça, qui naissent finalement du fait qu'on tombe sur ces murs civilisationnels et paradigmatiques. L'existence précède l'essence, c'est-à-dire cette histoire de l'être, il va falloir l'oublier. Hein. Et qu'au bout du compte, la seule chose qui compte, c'est nos vies, qu'on est en train de vivre, la qualité de nos vies. C'est aussi ce choc de la moitié du XXe siècle. C'est cette idée qu'on découvre que la société ouverte qui est en train d'émerger, qui est quand même une fille de la révolution industrielle, cette idée de progrès, mais aussi de cette émancipation née de l'éducation des masses, qui suit forcément le développement industriel. Eh bien oui, le concept de société ouverte, donc d'une certaine manière d'un nouveau rapport au pouvoir et aux citoyens qui, normalement, devraient en bénéficier, en train de s'imposer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la société ouverte, elle a toujours ses ennemis. C'est les mêmes. Ça s'exprime dans des modalités différentes, mais c'est toujours les mêmes. Et puis c'est ça aussi, le XXe siècle. C'est-à-dire qu'on tombe sur cette idée de la complexité assez rapidement. La pensée d'Edgar Morin, elle est lui-même étant ancien résistant, elle naît du constat des limites de la proposition et de la nécessité de penser différemment, et donc d'oser penser différemment. Le XXIe siècle, on est dans l'âge de vivre. Et là,
Bah là, je vous montre aucune figure, en fait. En fait, si j'avais pu montrer des figures, j'aurais montré les vôtres. Si j'avais pu prendre des photos en cachette, ou une machine à voyager dans le temps pour récupérer les photos, je les aurais mises là. Parce que là, on avait des figures emblématiques, finalement, les héros philosophiques et industriels. Les héros, c'est nous, de ce siècle. C'est nous, les héros. C'est la Révolution 2.0. C'est le Fab Lab, comme nouveau paradigme industriel. C'est Twitter, comme nouvelle manière à la fois de savoir, d'informer, de communiquer, de se prémunir, de résister. C'est l'open source, cette idée qu'on peut collectivement, partout sur la planète, participer à la création d'objets complexes, sans faire partie d'une entreprise, sans être payé pour. C'est Wikileaks, même si on voit que ça peut tourner mal. Hein. Wikileaks, ça peut se mettre au service de beaucoup de choses et pas forcément des meilleures. Mais cette idée que le secret, c'est fini. L'opacité, c'est fini. Que cette idée qu'on peut asseoir son pouvoir sur une capacité à distiller de l'information, c'est fini. Et ça, pourquoi ? Bah ça, c'est le numérique. Et donc, c'est finalement ce que j'exprime avec cette petite souris accrochée à la Terre. Et donc, les enjeux, c'est de vivre. Là où, finalement, 19e, 20e, le système éducatif, la transmission du savoir, les pédagogies, et donc tout l'ordre social qui est induit entre les sachants et les apprenants, entre les dirigeants et leurs collaborateurs, entre les ingénieurs et les ouvriers, bref, cet ordre social-là, il est construit sur un rapport au savoir, et sur la production de ce savoir, et ce partage de ce savoir, qui est discriminant, c'est-à-dire que c'est la manière dont on accède au savoir, il est discriminant. Ben, c'est fini, justement, c'est que le savoir, il est plus, la question c'est plus de le diffuser, c'est de le créer. C'est d'en être acteur de la création. Et Wikipédia est le parfait exemple de ça, cette capacité à créer du savoir. Tout un chacun est susceptible de participer à la création d'une encyclopédie et à la correction de cette encyclopédie. Le rapport au pouvoir, il est complètement chamboulé. Et là aussi, c'est assez intéressant de voir comment l'organisation des pouvoirs est construite sur un modèle qui est celui du 19e siècle, pyramidal, industriel, avec des chefs en haut et des exécutants en bas. Le numérique change absolument tout. Il donne la possibilité de liquéfier absolument tout. Voilà, tout ce qui était discret ne l'est plus. Il y a une forme de continuité. Le pouvoir est entre les mains de chacun. Tous cette main. Les révolutions les printemps arabes se sont construits entre autres sur cette fluidité, cette flexibilité, ce dynamisme lié à Twitter. Et donc, on reste sur la main. Les enjeux sont les enjeux de réappropriation de sa vie. Pour les bonnes et simples raisons, c'est que, on est tombé sur les limites de la planète. On le sait maintenant. Et c'est franchement relativement bien partagé. On sait que le système est incapable de fournir le même niveau de vie d'un Américain moyen à toute la planète sans la tuer définitivement, la polluer définitivement. Bref, détruire les conditions de nos vies. Le rapport au pouvoir, le rapport au savoir fait que, et aussi l'élévation continue du niveau de savoir et de conscience des gens, parce que c'est lié, fait qu'on ne peut plus parler aux gens, diriger les gens, les emmener quelque part, en les considérant comme des sujets, au sens royal du terme, mais comme des sujets au sens philosophique du terme. Des gens qui pensent, des gens qui ont de l'importance, des gens qui peuvent être des contributeurs. Et donc, dans ce siècle, là où le 19e était construit sur la figure de l'ingénieur, parce que c'est lui qui maîtrise les outils pour faire, là où le 20e siècle est construit sur la figure du marketeur, parce que c'est lui qui sait comment instrumentaliser les désirs, quand il s'agit de s'intéresser à la vie des gens, c'est-à-dire de partir de leur vie pour construire des propositions qui vont permettre de les rendre plus belles, le personnage, c'est lui. C'est le designer. De manière absolument incontestable et que je vais essayer de démontrer après. Et donc, pour rester dans ma petite grille, l'imaginaire, maintenant, il est politique. Il n'est plus narratif, il n'est plus technologique, il est à propos de comment on vit ensemble. C'est sur ces imaginaires-là que va se construire nos vies, mais en fait nos vies aussi collectives.
Dans ce contexte, je vais aussi faire quelques références à voilà, des grands mouvements philosophiques ou religieux, parfois l'un étant l'autre, voilà, comme par exemple ça. Voilà. Donc vous connaissez tous Ray Kurzweil, que moi je considère comme un parfait crétin, voilà, parce que c'est le type qui pense que les arbres peuvent monter au ciel. Voilà. Que la loi de Moore, c'est un truc fantastique, vous connaissez la loi de Moore, cette capacité des ordinateurs à doubler de vitesse ou la taille des transistors diminuait de moitié tous les 18 mois, 2 ans, voilà, et que ça, forcément, donc, à la fin, ça va faire des machines intelligentes, parce que ça va calculer très vite. Voilà. Une connerie absolue. Mais ça n'empêche pas Ray Kurzweil quand même de dire des choses comme ça. Voilà. Et avec une certitude absolue. Donc en 2035, normalement, d'après Ray Kurzweil, les machines seront plus intelligentes que nous. Voilà. J'espère qu'il sera là, vivant en 2035, pour percevoir le ridicule de la proposition. Ou pas. S'il a réussi, il aura changé de cerveau. Et donc, il aura downloadé son cerveau dans une machine. Mais ce qui est très intéressant avec le transhumanisme, au-delà des délires philosophico-religieux de Ray Kurzweil, c'est le questionnement sur la nature de l'humanité. Voilà. Qui se poursuit avec cette idée de l'artificiel, hein, l'intelligence artificielle, voilà, créer nos pairs, et tuer Dieu définitivement, on n'en parlera vraiment plus là pour le coup, puisque nous aurons réussi à créer nos égaux. Un enjeu, la contribution, dans cette société aplatie, horizontale, où chacun a la même importance que son voisin, typiquement une organisation par projet. Hein. Dans une organisation par projet, dans une entreprise, il n'y a pas des gens plus importants que d'autres. Hein. Il y a des gens qui ont des missions différentes, mais il n'y a personne qui est plus important que d'autres, il n'y a pas de chef. Et dans ce contexte-là, il y a un philosophe que vous connaissez sans aucun doute, qui s'appelle Bernard Stiegler, qui est un grand philosophe de la modernité pour nous, et qui a beaucoup réfléchi sur le numérique, et qui voilà, travaille depuis quelques années, beaucoup d'années, sur l'économie contributive, et donc sur la place des individus dans cette économie contributive. Il vient de lancer une grande opération en pleine Saint-Denis sur le revenu contributif, qui va être expérimenté avec le territoire de la pleine commune. Réinventer le travail, société d'amateurs, contre Google, tout sujet sur lesquels Bernard Stiegler a travaillé, donc la contribution. Et puis, il y a des gens qui sont des optimistes invétérés. Jérémy Rifkin en étant un, et je le trouve bien sympathique. Penser installer la 3e révolution industrielle, puis la 4e. Voilà, Jérémy Rifkin fait partie de ces penseurs qui sont capables, de manière très très positive, de dire on peut réinventer la notion de progrès, les nouvelles technologies doivent nous permettre de le faire, et il y a moyen, tout en respectant la planète et en minimisant nos impacts, de revenir à cette idée, née avec le siècle des Lumières, d'un progrès humain, une émancipation individuelle et d'un bonheur collectif. Ce qui est très intéressant, vous voyez, on est passé du pourquoi, en levant les yeux, au comment, en regardant la mécanique du monde, combien, en s'intéressant à l'instrumentalisation des désirs pour les mettre au service d'un système, et on revient à la question pourquoi. Sauf que là, le pourquoi, c'est en regardant les hommes. Mais pourquoi on fait ça, quoi ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi je te proposerais un iPhone 5 ? Pourquoi il te faut un diesel ? Pourquoi tu as besoin d'une centrale nucléaire ? Pourquoi tu as besoin d'un écran d'1,50 m de diagonale ? Pourquoi tu perds 1h30 par jour pour aller à ton boulot et 1h30 par jour pour revenir de ton boulot ? Pourquoi ? Mais pourquoi le pourquoi dans nos vies ? Interroger nos vies. Et donc tout l'enjeu du design, c'est entre autres de faire ça. C'est de nous permettre de nous passer d'un monde à l'autre. Le monde à l'autre, c'est quoi ? Matériel, déjà. Matériel, très matériel. Pyramidal, avec le chef, les exécutants. Les décisions descendent, les informations remontent. Le monde industriel, quoi. Le monde qui a vu naître l'école polytechnique. Le monde qui a vu naître l'école centrale. Le monde qui a vu naître l'école des mines, l'école des ponts. Le monde qui a fait qu'on s'est dit il faut absolument, pour former l'élite de la nation, leur bourrer le crâne pendant 2 ans en maths sup, maths spé, parfois QB, parce que parfois ça ne suffit pas. C'est-à-dire se couper du monde, en considérant que le monde, finalement, c'est un système d'équations, et qu'il suffit de connaître le système d'équations, et on connaît le monde. Ce monde-là, non, c'est fini.
autant ça pouvait marcher au 19e siècle, qu'on a eu l'illusion que ça marchait au 20e, ça ne peut plus marcher au 21e. Et donc, un monde totalement local, finalement, tellement peu connecté, tellement peu ouvert que les enjeux sont là, autour de moi. D'ailleurs, les gens, souvent, ne bougeaient pas de là où ils étaient. Régulé, parce que l'État, ça existe, il est puissant. Il est maître chez lui, parce que les frontières, ça existe, elles sont assez fermées. Monde fermé, des gens peu éduqués, passifs, consommateurs. Et puis on va dans le monde de demain. Le monde de demain, lui, il est numérique. Là, c'est fini, ça y est, voilà. Il est là, le numérique est là. Il y a un nouveau champ de force, il y a un nouveau boson, c'est le boson numérique. Et il emplit l'espace de ce champ extraordinaire qui va nous faire, qui va induire des phénomènes extraordinaires. Le boson numérique, il va falloir qu'on lui trouve un nom. Un monde totalement réticulé, c'est le réseau qui s'impose. La pyramide, c'est mort. Voilà. Plus de centre, plus de périphérie, plus de chefs, plus d'exécutants, que des acteurs. Local, oui, parce que c'est un monde connecté, c'est un monde complexe où il y a des enjeux locaux et des enjeux globaux, et ils sont en relation les uns avec les autres. Dérégulés, c'est fini, les États n'ont plus la capacité de gérer sur leur territoire la concurrence avec des entités qui les dépassent. Et donc, il faut passer à autre chose, probablement des territoires plus grands. Un monde ouvert, définitivement ouvert. Et puis un monde, ça c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens de plus en plus éduqués, des gens de plus en plus critiques, des gens de plus en plus outillés, des gens de plus en plus sélectifs. C'est un constat. Donc les enjeux sont quoi ? Ça c'est un gigantesque enjeu. Parce que maîtriser, c'est représenter. Alors, maîtriser la complexité, il y a un véritable enjeu, parce que représenter la complexité, c'est compliqué de représenter la complexité. C'est très très compliqué. Lire, représenter, penser, exploiter la complexité, c'est un enjeu de ce siècle. Et les outils ne sont pas là. Des outils partagés, des outils partageables. Parce que la complexité, c'est un sujet que la science connaît, que les mathématiques connaissent depuis longtemps. Mais là, il s'agit d'en faire quelque chose de partagé. La culture, un des grands enjeux. Quand on répond à la question pourquoi, c'est qu'on est dans la question du sens. La question du sens. La question du sens, c'est la question de la culture. C'est impossible de donner de la culture au monde, du sens au monde, si on n'a pas de référence culturelle, si on n'a pas des outils pour lire le monde, pour projeter des propositions sur le monde, pour donner du sens, pour trianguler. Un des grands enjeux aussi, c'est la fractalité. Un monde local, un monde ouvert, un monde réticulé. Ce monde réticulé, il ressemble à ça. En fait, si on regarde bien, le monde dans lequel on vit, c'est un show romanesco. Parce que tous les enjeux locaux se retrouvent au global. Et tous les enjeux globaux se retrouvent au local. Et ce qui est très intéressant dans cette métaphore de la fractalité, c'est qu'il est parfaitement adapté à une société d'égaux, d'acteurs, de contributeurs, qui sont donc des égaux dans une organisation réticulée, et en particulier dans une organisation par projet. Prenez une entreprise. Une entreprise qui gagne aujourd'hui, c'est une entreprise qui est fractale, parce que le projet de chacun des membres de l'entreprise, c'est le projet de l'entreprise. Il sait à quoi il contribue tout le temps. Dans une entreprise taylorisée, le projet de l'ouvrier Victor Duchemol, c'est de visser le boulon de 8. Il ne sait pas ce que ça va faire. Il se trouve qu'il y a des mecs qui savent que ça va faire une bagnole à la sortie. D'accord ? Mais lui, il ne le sait pas. Et quand il fait son geste, il se dit « je suis en train de visser le boulon de 8 ». C'est tout. Dans le monde d'aujourd'hui, quand l'ouvrier expert ou spécialisé fait quelque chose, il sait qu'il est en train de construire une voiture. En fait, son projet, c'est construire la voiture. Et le projet de son voisin, c'est construire la voiture. Et c'est pas, pourtant, ils ne font pas la même chose. C'est construire la voiture. Et donc, le PDG, son staff, le moins de ses collaborateurs, ils sont en train de travailler sur le même projet. Et c'est pour ça que le chou romanesco est intéressant, parce que le grand projet, c'est le chou. Et puis, il y a des départements, quand on regarde, c'est le chou. Et puis, dedans, dans les équipes, qu'est-ce qu'on regarde ? C'est le chou. Et puis, la tâche de Victor Duchemol, c'est quoi ? C'est un chou aussi. C'est le même chou. Et donc, ça, c'est la métaphore d'entreprise du XXIe siècle. C'est la métaphore
qui nous dit, mon projet, bah, c'est Renault mon projet. Moi je travaille chez Renault, mon projet c'est Renault. Voilà. Et le PDG, c'est quoi son projet? Bah, c'est Renault aussi. Et le projet de Renault, c'est quoi? Bah, c'est de faire des voitures à vivre pour les gens. Donc mon projet à moi, c'est quoi? Bah, c'est de faire des voitures à vivre pour les gens. Et pour ça, ça implique forcément ça. La cross-disciplinarité. C'est impossible, sauf à avoir que des ingénieurs, ou que des marketeurs, ou même que des designers. Ça serait horrible. En fait, il y a des gens qui sont tous différents les uns des autres. Il y a la problématique de la multidisciplinarité. Dans ma tête, je suis un mathématicien, je suis un designer et un guitariste. Dans l'équipe, il y a plusieurs disciplines. Mais moi qui suis ingénieur, moi qui suis designer, je vais faire un petit pas de côté sur ton terrain. Je viens mettre mon nez dans tes affaires. Viens mettre un nez dans mes affaires. Transdisciplinarité. Donc multi, pluri, trans, la cross-disciplinarité, un des grands enjeux. Et là, pour le coup, je reviens aux écoles de la République, inconnues. C'est inconnu du monde. Alors, ça bouge, et l'école polytechnique bouge, je sais bien. Nous, on travaille avec l'école polytechnique, Strat. On est partenaire du Master MTI. On vient de monter, je vous le dis, c'est une première, c'est même un scoop, on vient de monter un laboratoire de recherche commun sur la valeur de l'expérience. Télécom Paris-Tech, Polytechnique, Strat, avec Carrefour, Otis, la Maïf et InProcess. Donc c'est à l'œuvre. C'est à l'œuvre, mais un peu comme un emplâtre sur une jambe de bois. C'est-à-dire c'est à l'œuvre, finalement, dans une école, celle-là, d'autres, qui sont encore construites sur des paradigmes, qui sont des paradigmes anciens. C'est-à-dire que ça bouge, mais ça bouge doucement. La manière dont on y entre, bah, c'est la même manière. Hein. C'est la même manière. La manière dont on se considère, c'est la même manière. Moi, j'ai travaillé avec des étudiants de Polytechnique il y a 2 ans, qui étaient tellement persuadés qu'ils étaient géniaux, quand on leur faisait une critique, bah, c'est nous qui avions tort. On avait tort, sinon on n'avait pas compris, en fait, que c'était eux qui avaient raison. Bah non, ils avaient tort, hein, mais fondamentalement tort. Hein. C'était facile à démontrer. Mais même les démonstrations, bah, ils ne comprenaient pas. Et donc, pourquoi? Bah, parce que quand vous faites partie d'un système élitaire où, depuis tout petit, votre maman rêve que vous soyez polytechnicien et vous a mis dans les meilleures écoles de la République, d'accord? Bah, quand vous sortez de là, vous dites Dieu, c'est moi, en fait. Vous faites partie de l'élite, quoi. Et donc, rien ne peut vous atteindre. Alors, je vous avais dit que je vous dirais des choses qui ne vous feraient pas plaisir. Et donc, il y a ça aussi comme problème. Et ça, c'est très intéressant, parce que je vous parle d'une société complètement aplatie, où tout le monde est susceptible d'être un acteur du projet. Et il y a le paradoxe du leadership, quoi, qui est là. Il faut des leaders. C'est impossible s'il n'y a pas de leader. Ça ne marche pas. À un moment donné, il faut que ça s'incarne dans quelqu'un qui dit on va par là-bas. Et hop, tout le monde y va. Parce qu'ils ont le charisme, ils ont la vision, ils ont le savoir aussi, mais probablement pas tant que ça. Ils nous font croire qu'ils ont le savoir. En fait, ils ne l'ont pas du tout. C'est des escrocs. Voilà, multidisciplinaires, des types qui sont capables de parler à des ingénieurs, des designers, des marketeurs, des sociologues, créatifs, parce qu'il faut réinventer tout le temps. Tout le temps, il faut tout le temps réinventer, parce que le monde change tout le temps, et donc il faut réinventer la manière dont on parle aux gens, dont on les manage. Innovateurs, cultivés, ça serait cool d'avoir des dirigeants cultivés. Regardez nos présidents de la République, par exemple. C'est horrible. Quand on regarde, alors, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, alors, ils étaient cultivés, hein. Ils avaient des cultures, mais ça manque d'ampleur, tout ça, quand même. Hein. Alors, là, il semble qu'on ait un président de la République cultivé. Expert en sciences humaines et sociales, parce que c'est impossible de travailler pour les gens sans avoir les outils de compréhension du monde, de lecture du monde. Et ces outils, c'est les sciences humaines et sociales. Si on n'a pas un peu de culture, voire même plus que de la culture en sciences humaines et sociales, probablement on ne sera jamais un bon leader. Audacieux, il faut y aller, quoi. Il faut tenter, il faut passer d'un monde à un autre. Généreux parce que c'est pour les gens. C'est toujours pour les gens, c'est jamais pour soi. Pédagogue parce que c'est ça, un leader, c'est quelqu'un qui enseigne tout le temps, en fait, qui explique tout le temps, qui est en train d'illustrer tout le temps. Et donc pour ça, c'est un magnifique conteur.
C'est un mec qui raconte des histoires tout le temps. Absolument tout le temps. Il y a une figure emblématique qui est Steve Jobs, qui était un sale type par ailleurs, hein, donc ce qui prouve que ce n'est pas incompatible, mais qui avait toutes ces qualités-là. Et donc, pour nous, un leader, c'est un designer. Parce qu'un designer, il ne faut pas dire que tous les designers sont des leaders, hein, mais un leader est un designer. Parce qu'il a toutes ces qualités-là, construites sur cette générosité, cette empathie. Et donc, je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin. Ça s'appelle La faune de l'espace en français. Ça s'appelle The Voyage of the Space Beagle en anglais. Qui était écrit par Alfred von Vogt. Début des années 50. Et ça raconte, alors vous connaissez le Beagle, c'était le bateau de Darwin, hein, et qui se baladait sur les océans, voilà. Là, c'est le Space Beagle. Et dans le Space Beagle, il y a tout un équipage. Là, il y a des physiciens, il y a des biologistes, il y a des chimistes, il y a plein de scientifiques, et qui sont là pour passer de planète en planète, étudier les écosystèmes, etc. Et dedans, dans cette équipe, il y a un mec, il est spécialiste de rien du tout. Sa spécialité à lui, c'est de connecter tous les autres. C'est un nexialiste, le nexus. Lui, sa science, c'est la science de la connexion. Lui, ce qu'il sait faire, c'est ça. Je sais rien, mais par contre, je sais vous connecter les uns aux autres. Je vais faire en sorte de vous rappeler qu'il y a un truc plus grand que vous, plus grand que la chimie, plus grand que la biologie, plus grand que la zoologie. Quel grand projet auquel on participe et qui n'existe que parce que vous êtes connectés. Un peu comme si le foie pensait à lui tout seul, que mon foie pensait à lui tout seul qu'il est Dominique Siama. Ben non. Mais par contre, sans lui, je ne suis rien. Mais je suis plus que mon foie. Voilà. Ben, c'est pareil. Et donc, Van Vogt, il invente une science dans les années 50 qui s'appelle le nexialisme. Et ben voilà. Le design, c'est ça. C'est un nexialisme. Cette capacité à relier, par le sens, des disciplines très très différentes les unes des autres, dans le cadre d'un projet, c'est-à-dire on va par là. Et vous allez comprendre pourquoi je dis on va par là. Et ce qu'il y a de cool, et de très très rassurant, et qui peut nous rendre optimistes, c'est que ça change, c'est que le système éducatif, il change. Je vous parlais de Polytechnique, Centrale, Arts et Métiers, les ponts, ils sont tous en train d'intégrer du design dans leur cursus. Tous. Hein, je vous parlais du master MTI, ITE de Polytechnique, dirigé par Bruno Martineau. Il y a un module design. Le master MTE de Dauphine, il y a un module design. Au pont, ils ont créé la D-School. Les arts et métiers, historiquement, sont intéressés au design depuis très très longtemps. Donc ça bouge. Les écoles de commerce ont intégré le design. Vous avez tous entendu parler de cette méthodologie qui s'appelle le design thinking, qui est une sorte de pléonasme absolu, parce que le design thinking, c'est juste un pléonasme. Voilà. Parce que je ne connais pas, moi, des gens qui conçoivent sans penser. Hein, je ne connais pas. Donc, un design thinker, c'est un perroquet, en fait, parce qu'il répète 2 fois la même chose. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez ce projet qui s'appelle The Camp, qui est un projet au sud de la France, qui est un projet très ambitieux, qui est un projet nexialiste. C'est pour former des gens à cette nouvelle manière de penser, dans des formations courtes, il y a aussi des formations initiales, et qui sont assez exceptionnelles. En plus, c'est une architecture fantastique. Mais vous prenez voilà, Monsieur Latour, avec le programme SPIP, voilà, une formation unique pour répondre aux défis de notre temps. Alors, je sais qu'il y avait une phrase que j'avais qui me plaisait, qui était super. Et on disait, c'est cool, en fait, il est en train de parler du design. Mais il ne le sait pas. Voilà. Nous expérimentons depuis 5 ans une nouvelle façon de travailler dans laquelle les pratiques artistiques jouent, au même titre que les méthodes scientifiques, un rôle essentiel dans l'analyse conjointe des problèmes de société, avec, en ligne de mire, un objectif, la prise d'une décision politique. C'est ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait. D'ailleurs, je vous invite à venir voir l'exposition des diplômes de Strat qui a eu lieu, les soutenances ont eu lieu hier. Il y a 120 projets à regarder. C'est vendredi, donc demain, et après-demain, de 10h à 18h, au 27 avenue de la Division Leclerc à Sèvres. Et vous allez voir que c'est ça. Parce que c'est Alzheimer, c'est le don du sang, c'est les SDF, c'est tout ça auquel on s'intéresse. C'est tellement vrai qu'il y a 2 semaines, j'ai signé, ma belle écriture, enfin non, j'écris comme un pied, un magnifique contrat de partenariat de double diplôme avec Sciences Po.
Strat est la première école de design au monde à signer un double diplôme avec un institut d'études politiques. Pourquoi? Parce que pour ça. C'est juste l'illustration de ça. On est en train de former les leaders de demain qui vont penser, voilà, qui vont être capables de penser comme des managers, mais aussi de penser comme des designers. Et c'est assez rassurant de se dire, dans une institution comme Sciences Po, même si c'est par des chemins détournés, en fait, ils font du design sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et en limite, on s'en fout, c'est pas très important. C'est pour ça que maintenant, on est sur le design thinking, au début, ça nous irritait. Et puis maintenant, bon, ok, c'est bon, si c'est le point d'entrée pour que les gens rentrent dans le design, c'est cool. Mais il faut que ce soit des designers qui le fassent. Parce que sinon, c'est un peu comme si je faisais un truc qui s'appellerait l'engineering thinking, qui serait fait par des mecs qui ne connaissent rien d'ingénierie. Ça ne marcherait pas. Bah, c'est un peu pareil. Et donc, designer du XXIe siècle, j'ai presque fini. Hein. C'est des gens qui travaillent, qui ont un dessin. Ils ont un dessin. Ils vont quelque part, ils vont par là. Ils poursuivent un objectif. Donner du sens à sa vie, bah c'est littéralement, c'est aller quelque part. Dans ce sens-là. Voilà, je vais là. C'est là que j'ai décidé de faire. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour l'école que je dirige, c'est vrai pour les entreprises qui travaillent avec nous, c'est vrai pour l'école polytechnique, je suis sûr, c'est vrai pour cette association. On a un dessin. Quand on n'en a pas, eh bien, on est fou en fait. Ben oui, mais dessin, ce qui est intéressant, c'est que pour avoir un dessin, il faut dessiner. Tu l'as dit tout à l'heure, Michel, tu parlais de dessin. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même racine, dessin et dessin. À un moment donné, ça a divergé, je pense, ça peut-être vers le XVIIe siècle. Dessin EIN, dessin IN ont divergé. Le dessin, c'est le dessin, et le dessin, c'est le grand plan. Voilà. Tiens, plan. Plan, c'est un dessin, en fait, un plan. Un plan, c'est un dessin. En fait, impossible d'avoir un dessin sans dessin. Il faut dessiner quand on a un dessin. Et quand on veut partager son dessin, il faut dessiner. Et ce qu'il y a de cool, c'est que c'est exactement ce que fait le design. Le design, c'est ça. Et ce qu'il faut regarder, c'est que design, vous savez d'où ça vient? Ça vient d'un mot italien, qui est disegno. Et disegno en italien, ça veut dire dessin. Et ça veut dire dessin. D'ailleurs, désigner, designer, désigner, c'est faire ça. Si on va par là-bas. C'est le même mot. Donc le design, qu'est-ce qu'il fait? Il désigne. Le designer, qu'est-ce qu'il fait? Il désigne. Il dit, c'est ça qui est important. C'est par là qu'on va. Et quand vous êtes le nez sur vos tâches à faire des trucs, les gars, relevez le nez. C'est ça qu'on fait. Hein. Vous n'oubliez pas, c'est ça qu'on fait. Non, on s'en fout de la techno, là. Vous allez faire votre algorithme d'intelligence artificielle ou vos nanotechnologies, etc. Mais n'oubliez pas qu'on s'en fout de ça. C'est-à-dire, vous maîtrisez-le, mais c'est pour faire ça. C'est pour guérir ce type du cancer, là-bas. C'est ça, pour ça qu'on fait ça. C'est pas parce que les algorithmes, c'est rigolo. Les algorithmes, c'est rigolo, mais c'est beaucoup plus intéressant de travailler pour le type qui est là-bas dans sa chambre d'hôpital. De faire en sorte que quand ses parents viennent le visiter, ils n'ont pas l'impression d'entrer dans une prison. Que lui-même n'ait pas l'impression que c'est un mouroir dans lequel il est. Que les types qui travaillent là, les médecins, les infirmières, quand ils sont là, ils n'ont pas l'impression de vivre l'enfer. Et tout ça, il faut travailler sur l'accueil, la couleur, l'espace, le lit, les instruments scientifiques, la médication, les rituels. Il faut faire du design. Il faut faire du design. Le design, c'est ça. Et donc, un designer, qu'est-ce qu'il fait? Je vais aller vite, là. Il comprend. Donc, il questionne. Hein, qu'est-ce qu'il me fait? Il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? C'est pas bien. Il devrait continuer, là. Ah oui, je sais pourquoi. Voilà. Il observe. Ah, voilà. C'est pas bien ce que je fais, c'est nul. Empathique, voilà. Bon, je vais passer ça parce que ça ne marche pas du tout. Et donc, je vais aller à ma conclusion. Non, c'est terrible. Je vais mettre celui-là, ça va être mieux. Attendez. Voilà. On s'en fout complètement. Voilà.
Voilà, comprendre, c'est ça, c'est-à-dire questionner, alors la question c'est le plus important. Et là aussi, c'est une vraie différence avec... oui, je vais continuer d'être méchant. Entre une école d'ingénieur et une école de design. Une école de management et une école de design. C'est que le système éducatif, il nous a appris qu'un bon élève, c'est quelqu'un qui répond à la question. On pose une question, moi monsieur, moi j'ai la réponse. Et Georges, donne-nous la réponse. Et Georges donne la réponse, c'est cool. Et effectivement, nous on l'a vu, hein, on a des projets interdisciplinaires dans notre école. C'est-à-dire qu'on 5 mois, des gens qui travaillent ensemble, des ingénieurs, des designers, des marketeurs, ils travaillent ensemble pendant 5 mois sur un projet. Kick-off du projet avec un industriel qui amène le brief sur la table. Workshop d'une journée pour commencer à travailler sur le truc, d'accord ? Des ingénieurs, des designers, des managers. À la fin de la journée, les ingénieurs, ils ont la réponse à la question. Ils ont trouvé, les gars, on va faire comme ça. Non, mais il y a 5 mois, là, pour faire le projet, vous savez, là. Ouais, mais les 5 mois, on va juste implémenter la solution qu'on a trouvée, là. Non. Parce que et les designers, ils disent, non, mais attendez, vous répondez à la question, là, mais elle est bien, la question ? La question, elle est peut-être très con. Si on interrogeait la question, si même on détruisait la question, si on reconstruisait la question, et puis une fois qu'on a trouvé la question, bon, ok, d'accord, il y a la question, mais vous savez, pour une question, il y a 1000 réponses, il n'y en a pas une. C'est pas un système d'équations. Voilà, équation, alors, bah là, on donne le système d'équation à n'importe qui, il va trouver la solution. Enfin, s'il y en a une. Bah là, non, il n'y en a pas. Il peut y en avoir une autre, 1000, on ne sait pas. Peut-être même qu'on va combiner les deux, ou les 3, ou les 4. Et ce travail de je questionne, je diverge, je me laisse aller, c'est un travail luciférien. Pour revenir à Lucifer. C'est-à-dire qu'il ne croit rien. Il ne croit rien du tout. Parce que les croyants, en règle générale, bah, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils restent dans leur croyance, et puis, hop, l'Église, c'est bon, on va faire comme ça. Bah non, on ne va pas faire comme ça, on va piétiner nos croyances. On va être sadiens. Voilà, on va être des disciples du marquis de Sade. On ne va rien respecter. Rien du tout. La réalité va subir nos plus vils de nos outrages. On va être très méchants avec elle. Et donc, la capacité à représenter, c'est pas genre le même problème, je crois. Oh, c'est n'importe quoi. Voilà. Ah, c'est bon. La capacité à représenter, justement, ce qui est très intéressant, c'est que le designer, on pense que ça y est, fait une petite forme, c'est cool, c'est quand il propose son truc. Ben non, le designer, lui, quand il construit, il travaille sur la question, il dessine. Quand il observe, parce qu'il faut observer, il va sur le terrain, il dessine. Quand il se dit, ok, moi, qu'est-ce que je pourrais faire ? Il dessine. Pour expliquer, on dessine. On dessine tout le temps. Pour mettre en situation, on dessine. Pour séduire, pour raconter, pour communiquer. On dessine tout le temps. Voilà, je vais partir, là, c'est n'importe quoi. Pour séduire, voilà. Et puis cette capacité à faire, bon, c'est n'importe quoi. Parce que voilà, design thinking, bah c'est ça. En fait, vous voyez, là, je fais du design thinking, en fait. Je ne vais pas aller bien loin, là. Puis là, je fais du design doing, je ne vais pas aller bien loin non plus. Mais par contre, je fais du design thinking, du design doing, je fais ce que je veux. Je peux même faire des petites claquettes. Voilà, je fais du design thinking, design doing. Je suis sur 2 jambes. Je pense, je fais. Ah voilà, un designer, ça fait ça aussi. Et donc, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Alors, voilà. Et donc, c'est une technique de résolution de problème aussi, le design. Non linéaire, pourquoi ? Parce qu'on est dans la divergence, la convergence, la divergence. Capacité à questionner, jamais être capable de ne rien croire, tout envisager. L'approche multidisciplinaire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Technique de médiation, parce qu'on fait travailler les gens qui ne se ressemblent pas entre eux. Et puis, cette capacité à donner de la forme, à matérialiser. Et donc, là, je vais énoncer ce qu'est le leitmotiv de notre école, le Strat, d'accord ? Notre objectif, c'est un objectif politique. Nous, notre objectif, et c'est le leitmotiv de l'école vraiment, hein, c'est rendre le monde plus simple, plus juste et plus beau. Voilà. Et donc, à tout égard, c'est un programme politique. Hein. C'est-à-dire qu'on aurait pu se présenter pratiquement à ces présidentielles avec ce programme-là. Plus simple, plus juste, plus beau. Voilà.
Le simple, c'est la référence à la complexité. Le juste, la justesse, économie de moyens, énergie, matière, mais justice aussi, pour tous. Et plus beau, c'est le monde qui est plus beau. Quel monde? C'est tous les mondes, la planète entière, les civilisations qu'elle porte, les États-nations, les régions, les villes, les quartiers, les maisons, les gens dans les maisons, et ce qu'il y a dans la tête des gens. Tous ces mondes-là, comme des poupées gigognes, sont susceptibles d'être rendus plus simples, plus justes, plus beaux. Et donc, c'est à ce titre que le design est un humanisme, justement. Et pour finir, avec ce qui est un des slogans fondateurs de l'école, c'est qu'en plus, nous, on pense qu'il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut y aller, quoi. Il faut faire du design. Et vous voyez bien, je dis design is the only option, je ne dis pas designer is the only option. Parce que le design, il est plus grand que le designer. Le design, il est partagé, il est partageable. Mais le design, c'est, je vous parlais du nouveau boson, du design, mais il faut des générateurs de champs. Et qui est-ce qui génère le champ? C'est le designer. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des designers dans les équipes. Parce que cette idée de faire du design sans designer, faire de l'ingénierie sans ingénieur, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là, qui soient les garants de l'existence de cet esprit-là, qui sont toujours comme cet esclave-là derrière César qui traverse Rome triomphant, et il y a un mec qui est derrière lui avec son laurier qui dit, sauf dans Astérix, où c'est pas du laurier du tout, mais c'est du fenouil, n'oublie pas que tu vas mourir. Voilà, lui dit ça. Ben nous, le designer, il disait, n'oublie pas qu'on travaille pour les gens qui sont là-bas, parce que tout le reste, c'est secondaire. Voilà, j'ai fini.